Consiglio. Dirección. Prospective. Exchange. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Euradio pour une nouvelle édition de Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors, aujourd'hui, nous recevons un urbaniste, Sylvain Grisot, pour parler d'urbanisme, justement, et notamment d'un concept qu'on appelle l'urbanisme circulaire. Bonjour Sylvain Grisot. Bonjour. Comme d'habitude, Philippe Audic, le président du Conseil de développement, nous accompagne dans l'exercice. Vous intervenez quand vous voulez, comme d'habitude. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, 2 mots sur vous, Sylvain Grisot. Vous êtes au mi-temps de la quarantaine, hein, je crois, si mes fiches sont à jour. Presque. Et après avoir travaillé plusieurs années dans un gros bureau d'études, vous avez fondé votre propre agence de conseil en urbanisme. Hein. Parallèlement, vous êtes enseignant à l'IGARIN, qui est l'Institut de géographie de l'Université de Nantes. Alors, vous êtes l'un des précurseurs, peut-être l'inventeur même du concept d'urbanisme circulaire. Alors, vous venez d'ailleurs de publier un livre très intéressant sur le sujet. Et c'est une thématique que vous avez contribué à installer dans le débat public, hein, au-delà du seul cercle habituel des urbanistes. D'ailleurs, vous avez vu juste, puisque les débats des élections municipales un peu partout en France ont largement tourné autour de la manière de faire la ville aujourd'hui. Quel est l'urbanisme des villes dans la société contemporaine? Alors, dans ce livre, vous faites d'abord un état des lieux et vous parlez de villes disloquées, notamment par l'usage de la voiture. Alors, racontez-nous un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle pour que l'automobile soit considérée aujourd'hui comme l'outil de mobilité qui ait déséquilibré les territoires à ce point? Alors, c'est en fait une histoire longue et l'écriture de ce livre, ça a été pour moi aussi l'occasion de revenir, de reprendre l'histoire et notamment de re-questionner, moi, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris comme urbaniste. C'est-à-dire j'ai appris à faire la ville avec la voiture. Or évidemment la ville elle a eu lieu avant, bien avant. Et finalement ma conclusion, mais après je vais vous dire pourquoi, ma conclusion c'est de dire qu'on a laissé la voiture écrire, dessiner la ville. Et finalement c'est pas si ancien que ça, c'est même plutôt récent. Ça fait finalement qu'une 50aine d'années qu'on laisse la voiture dessiner la ville. Alors en fait, la voiture, c'est très récent. L'émergence de la voiture, la première réglementation qui vient organiser la place de la voiture dans la ville, c'est 1925 et c'est Los Angeles. Donc ça a moins d'un siècle. Ça fait moins d'un siècle qu'on organise vraiment la ville autour de la voiture. 1925, c'est les États-Unis et c'est que la ville, c'est pas encore le territoire. Donc on a l'émergence de la ville qui vient remplacer le cheval avec bien des atouts, bien des avantages. C'est une phase vraiment de conflit, notamment aux États-Unis. C'est des milliers de morts sur la route parce que à l'époque on vient se croiser sur le même espace, cet espace public extrêmement restreint, à la fois la calèche certes, mais surtout le piéton et la voiture. Et là il y a un truc qui fonctionne pas, c'est qu'on a des vitesses qui sont pas compatibles. Donc évidemment des milliers de morts. On a une du New York Times qui fait la comparaison entre les tranchées de la Première Guerre mondiale et la rue, et qui dit que finalement les tranchées de la Première Guerre mondiale, c'était de la rigolade par rapport au conflit qui a lieu dans les années 20, au début des années 20 aux États-Unis, dans la rue, avec cette place de la voiture qui fonctionne pas dans la ville. Finalement, ça n'a lieu, cette transformation de l'urbanisme, donc du comment on fait la ville, qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment l'émergence de développement de lotissements privés, qui sont vraiment la conséquence à la fois d'initiatives privées, à la fois de modes de construction extrêmement répétitifs, standardisés, qui sont issus du savoir-faire de l'armée américaine, et aussi d'une capacité des ménages, et notamment des anciens combattants américains, alors anciens combattants blancs, à bénéficier d'une garantie d'emprunt de l'État. Ce qui fait qu'on a créé vraiment à la fin des années 40 aux États-Unis à la fois de l'urbanisme en périphérie des villes, des aménagements de quartiers monofonctionnels, ça veut dire que du résidentiel, qui sont construits sur la base d'emprunts à 25 ans,
par une société qui s'est cassé la figure avec la crise des subprimes, donc liée complètement à cet endettement en 2008. Donc on a un urbanisme qui est à la fois répétitif, monofonctionnel, en périphérie des villes, à d'initiatives privées et fondé sur de l'endettement des ménages. Et ça, c'est donc plutôt le début des années 50 aux États-Unis. Et c'est là que finalement on commence à créer ce qui va arriver en France beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire plutôt au début des années 70, ce qui est l'étalement urbain. Et donc c'est cet urbanisme sur lequel on vient à la fois dissocier les fonctions, donc on n'habite plus là où on travaille, alors que l'urbanisme, par exemple, si on prend le cas de Vancouver, les rues étaient denses, étaient faites pour accueillir le tramway, étaient denses pour être proches du transport en commun qui était le tramway. Et donc, on avait cette logique d'intégrer ces logiques de transport et donc de densité autour du transport en commun, avec des rues qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ont une capacité à évoluer, et notamment à apporter du vélo, mais à apporter de la proximité, à apporter de la qualité de vie. Donc c'est la fin de ça, on fait du monofonctionnel, on peut dissocier les fonctions grâce à la voiture, on peut les écarter grâce à l'autoroute, grâce aux voies rapides, les distancier de façon importante. Et puis c'est un dernier effet, c'est une échelle plus micro. Si on place la voiture dans ce jeu-là, on s'aperçoit qu'il faut à la fois qu'elle circule, elle a besoin de route, donc de place, elle a besoin aussi de stationnement, de place encore pour stationner, et ce qui fait qu'on a une dissociation à une échelle micro et un écartement des différents usages, des différents bâtiments, et on s'aperçoit que la ville aujourd'hui, l'espace urbain aujourd'hui, l'espace urbanisé en France, c'est 48% dédié à la voiture, donc le sol de la ville aujourd'hui est dédié pratiquement à 50% à la voiture, et à 18% à ce qui nous semble être l'essentiel de la ville, c'est-à-dire les bâtiments. En fait, ce n'est qu'une place marginale des espaces urbanisés. Donc c'est là où on a à la fois écarté ce qu'est la ville, mais en plus créé quelque chose de beaucoup plus diffus. Mais quand vous dites ville disloquée, ça veut dire qu'avant la ville était ordonnée aussi bien que ça. C'est vraiment la voiture qui crée le déséquilibre à ce point-là. Je pense que la ville c'est le bazar et ça l'a toujours été. Et mon propos est certainement pas de revenir en arrière. La question c'est comment on va en avant et comment on passe des caps et notamment on passe ce cap de la voiture. Mais on en parlera après sans doute. Donc c'est ordonné. C'est une phase d'ordonnance. Enfin, on est sur quelque chose de très, très structuré, très organisé, justement autour de cette capacité à la fois à se déplacer au travers de la voiture. C'est-à-dire, dans bien des cas, on ne sait pas faire autrement. On ne sait plus faire autrement, plus exactement. Et il y a une organisation de toute la machine de production de la ville qui est organisée autour de ça. C'est-à-dire ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire aujourd'hui, ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui, c'est exactement ce que j'expliquais sur cette invention de la fin des années 40 aux États-Unis. C'est des quartiers monofonctionnels, des zones d'activité en périphérie des villes, des lotissements en périphérie des métropoles ou autres, etc., sur l'initiative plutôt privée, avec un portage qui est lié à l'endettement des ménages. Ça, on sait faire. Et cet étalement urbain, on peut en tirer quel bilan aujourd'hui? Je veux dire, il laisse la ville dans quel état? Alors aujourd'hui, il a des impacts, si on parle de... Déjà, on en parle, ça fait 20-30 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans j'ai envie de dire 30 ans qu'on en parle et 20 ans qu'on l'écrit dans la loi. La loi solidarité et renouvellement urbain dit tout. Et c'était en 2000. Donc tout a déjà été dit, tous les constats sont faits. Et en fait, on ne sait mesurer cet étalement urbain de façon relativement correcte que depuis peu de temps, que depuis l'été dernier. Donc on dit qu'on a un problème, mais on a du mal à le mesurer, ce qui est quand même un souci. Et on a encore plus de difficultés à en mesurer les impacts. Alors, peut-être d'abord venir sur la quantification de cet étalement, parce que je pense qu'on réalise peu les choses et on dit surtout beaucoup de bêtises. On dit souvent qu'on consomme l'équivalent d'un département tous les 7 ans en France. Et vous rappelez les vrais chiffres dans votre... Voilà. Alors, en fait, je les rappelle parce qu'ils sont récents. En fait, on a beaucoup... Ça veut dire c'est assez marquant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de discours sur le propos, mais on n'a pas les vrais chiffres. On n'avait pas les vrais chiffres. En fait, on consomme autour de 30 000 hectares par an. Donc, ça fait un département tous les 20 ans. Alors, moi, j'ai pris, parce que pour moi, c'est pas une unité de mesure, le département, donc je me suis permis d'exclure les DOM, parce que la Guyane venait fausser les chiffres. Après, donc, on peut en discuter, mais peu importe. C'est autour de 30 000 hectares par an. Ça peut varier.
Finalement, ça varie assez peu. Il y a eu des baisses, notamment après la crise de 2008, sur la consommation foncière, mais on a plutôt, sur les derniers chiffres de 2017, ces derniers chiffres qu'on a, plutôt sur une reprise de l'étalement. Donc on est sur un phénomène qu'on a du mal à maîtriser, malgré toutes les politiques publiques qu'on peut déployer. Il y a eu énormément de débats sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, énormément de conflits. Voilà, 30 000 hectares, c'est une vingtaine de Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Donc c'est loin d'être négligeable. Ça mérite d'ailleurs quelques manifestations. Je ne dis pas qu'il faut casser des abribus pour ça, mais ça mériterait au moins plus de tribunes dans Libération. C'est 375 Europa City tous les ans. Donc c'est loin d'être négligeable en termes d'effets. Les impacts y sont directs, c'est une consommation de sol. Donc il y a une émission de CO2 qui est immédiate. Il y a une perte de valeur agricole. Ça on l'oublie, mais on a un tiers de la surface agricole de la France qui est en dehors de notre périmètre, qui est en dehors de la France en fait. Donc on a déjà besoin des sols de l'étranger pour nous nourrir. Donc on est en train de parler là de questions de sécurité alimentaire. Au moment où on dit qu'on a une agriculture qui doit faire sa transition, notamment vers de l'agroécologie, au moment où on a un réchauffement climatique qui commence à avoir un impact sur la productivité, donc au moment où on va avoir de plus en plus besoin de sol pour nous nourrir, avec une croissance de la population de 15% qui est attendue d'ici 2050. Là, je ne parle pas dans le monde, je parle de la France. Donc on continue de consommer des sols agricoles alors qu'on en a besoin pour vivre. Et puis, la cause de l'étalement, c'est la voiture. Alors, c'est pas la voiture, c'est le système automobile. La voiture, son carburant, le parking, la route, etc., mais aussi son constructeur et tout ce qui va avec. Mais c'est aussi une conséquence. Et une des conséquences majeures, c'est évidemment l'intensification du transport routier, simplement sur du domicile-travail ou autre. Là, on a des études récentes. Le domicile-travail, on focalise là-dessus, c'est que 40% des motifs de déplacement. C'est qu'une partie des motifs de déplacement. Et la plupart des déplacements sont des déplacements qui font moins de 10 km, qui sont très courts, ce qu'on pourrait tout à fait faire en vélo, mais qu'on fait aujourd'hui en voiture parce que la ville est organisée pour ça. Donc ça, c'est l'impact majeur. Mais ça veut dire aussi pollution de l'air, ça veut dire accidentologie, etc., etc., etc. Et puis, mais on y reviendra peut-être, pour moi, un des impacts négligés et qui est peut-être peu compris encore, c'est cette ségrégation sociale qui tend à s'intensifier en périphérie des métropoles, sur lequel on a toute une partie de la population qui, dans des processus d'acquisition, va sortir de la ville et donc finalement ne peut pas se payer à la proximité et donc va devoir, pour pouvoir se payer une maison, pour le coup, faire des kilomètres. Oui, ça c'est les gilets jaunes qu'on retrouve sur les ronds-points, qui sont des enfants de l'étalement urbain, alors peut-être. Alors, sans doute. En tout cas, il y a très clairement un lien entre les deux. Il y a lien entre la forme d'une ville qui génère de la mobilité. Il y a lien aussi avec des processus, des processus d'installation dans la vie sur lesquels, il y en a qui veulent une Rolex à 50 ans, la plupart des Français veulent un crédit à 40. On veut être propriétaire, il y a une logique là-dessus, processus d'acquisition, et pouvoir se payer un logement qui est adapté notamment à une famille, aujourd'hui dans une métropole, c'est pas possible pour la plupart des Français. On n'est pas en train de parler de ménages modestes, on est en train de parler de ménages normaux, de familles avec des revenus normaux. Je crois que le salaire médian est autour de 1 600 €. Oui, 1 600, 1 700. Oui. Ouais, voilà, en France, donc c'est la moitié de la population qui est en dessous, c'est ça que ça veut dire. Quand on regarde les prix de l'immobilier dans la plupart des métropoles, c'est un impact très très important. Si on prend, je mets dans l'ouvrage, là, je reprends des chiffres, des données qui ont été produites par d'autres, très intéressantes sur la métropole toulousaine. Ce qu'on constate, c'est que Toulouse n'attire personne, à part des étudiants. Voilà. Il y a des étudiants qui arrivent à Toulouse et il y a une fuite à la fois des enfants et des 30-40 ans, c'est-à-dire de leurs parents. Et cette fuite-là se fait pas, et ça c'est des chiffres récents, se fait pas dans le périmètre de la métropole, je crois que c'est une trentaine de communes, mais se fait dans la 3e couronne, c'est-à-dire tout ce bassin d'emploi de communes qui hébergent des gens qui travaillent eux-mêmes dans la métropole. Mais est-ce que cette parenthèse de la voiture est en train de se refermer ou pas? Est-ce qu'on arrive au bout de quelque chose ou est-ce qu'on va passer d'une mobilité thermique à une mobilité électrique? Alors, on peut imaginer ça. Pour moi, c'est le deuxième point de ce que moi j'ai appris, en tout cas du rond-point du Leclerc, ce qui est quand même un sujet qui m'a pas mal intéressé, des discussions que j'ai pu avoir, c'est
c'est la question de la gestion de la transition. Est-ce qu'on passe à quelque chose? Oui, on passe à quelque chose. C'est-à-dire, on arrive en bout de course de ce système automobile, preuve en est les bouchons. Hein, si on continue, et il y a un moment, il faut ramener, j'ai envie de dire, de la science physique à tout ça, y compris dans le débat politique. On ne peut pas, à un moment, avoir une densification de l'emploi dans les métropoles et pas avoir d'habitat associé, et se dire, d'un côté, on construit trop, et de l'autre côté, on a trop de bouchons. Hein, voilà. On sait depuis les années 60 que ce n'est pas la largeur du tuyau, c'est-à-dire la largeur de la route, qui détermine la fluidité du trafic. Hein. Ça n'a rien à voir. Le trafic automobile n'est pas un liquide, c'est un gaz. Donc plus on aura d'infrastructures routières, plus on aura de trafic. Donc la solution n'est pas dans l'ingénierie là-dessus, elle est sur le fait de réduire les distances et de rapprocher l'habitat de l'emploi notamment, mais pas que. Hein, on l'a vu. Après, il y a cette gestion de la transition. Donc oui, on est au bout du système automobile, mais pas parce qu'il y a la pollution de l'air liée au thermique. Hein. On prend une photo d'un bouchon aujourd'hui, on pourrait avoir, il y en a eu aujourd'hui, hein, on pourrait avoir exactement la même photo avec des voitures électriques. C'est les mêmes bouchons. Hein. Le problème, c'est qu'on a un véhicule qui est globalement taillé pour faire 900 km sans s'arrêter, transporter 500 kg de charge utile, et qui pèse en moyenne en France 1,2 tonne. Alors ça tend avec les SUV et avec les véhicules électriques à être de plus en plus lourd, hein, une voiture. Donc on va arriver très rapidement à 1,5 tonne, etc., etc. On a des SUV électriques là, qui sont sortis, qui font plus de 2 tonnes. Donc là on boucle un truc, c'est-à-dire on a un système qui est structurellement inefficace au niveau énergétique, parce que très lourd. En fait, on déplace 70 kg en moyenne, hein, c'est-à-dire peu de temps, peu de personnes, hein, et sur des distances extrêmement courtes. Donc on a un véhicule qui est inadapté à notre usage. Donc, essentiel, c'est des distances courtes et peu de matière transportée, hein, peu de personnes. Donc là, le problème, c'est pas le moteur, le problème, c'est la voiture. Hein. Par contre, la transition, il faut la mener et elle sera longue. Philippe. Oui, il me semble qu'il y a une autre conséquence que vous évoquez dans votre livre, que vous n'avez pas évoqué, mais vous allez y revenir. C'est aussi la déstructuration de la ville dans un certain nombre de ses fonctions. C'est-à-dire que le commerce s'est déplacé en périphérie des villes, notamment parce que les gens étant dotés de voitures, ils pouvaient se déplacer pour aller chercher. Et donc ça a des conséquences aussi sur l'organisation de la ville telle qu'elle pouvait être, et qui, dans un certain nombre de cas, est sérieusement mise en cause, quoi. Oui, clairement. Après, je pense sur la question du commerce, c'est intéressant cette question-là, parce que elle montre bien qu'on n'est pas sur l'idée d'un retour à quelque chose. Hein, et notamment, on a aujourd'hui beaucoup de politiques qui sont déployées, notamment dans les centres des villes moyennes, hein, sur cette logique de revitalisation, etc. Et au même titre qu'on ne va pas revenir au tramway à l'ancienne, hein, on va venir à un autre mode de mobilité, mais il va bien falloir qu'on réduise la place de la voiture, ou plus exactement, qu'on lui donne sa vraie place, c'est-à-dire sur l'interurbain, sur le rural, etc., etc. Parce qu'évidemment, c'est un outil phénoménal. Moi, disclaimer, oui, je vais au travail en vélo, mais je fais sans doute plus de kilomètres tous les ans que vous tous réunis, parce que j'ai un métier qui fait que je fais plus de 25 000 kilomètres tous les ans, rien que sur mon activité professionnelle. Donc la voiture est un vrai outil, mais pour un certain nombre d'usages. Par contre, sur la question du commerce, on ne reviendra pas en arrière. Comme je le rappelle souvent aux élus, c'est pas parce qu'on a des politiques de revitalisation qu'on va revenir en arrière et qu'on va rouvrir des boucheries chevalines dans les centres-bourgs. C'est pas ça. Il y a une transformation du mode de consommation. On a en effet les zones commerciales en périphérie, mais certaines sont en crise. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on a aussi le développement du e-commerce, et surtout, on a le développement du commerce de flux, c'est-à-dire l'ensemble de ces petits commerces qui n'ont pas disparu. Hein, et ça a été rappelé dans une étude récente de la Fédération nationale des SCOT, qui est extrêmement intéressante. Ils n'ont pas disparu, ils se sont déplacés. D'ailleurs, les petits commerces des centres-villes se sont mis sur la périphérie, et c'est finalement une triple crise ou une triple transformation. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du socle de la ville, de ce rez-de-chaussée commercial, qui est vraiment essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer, mais ce ne sera pas le commerce d'avant. Mais est-ce que ce modèle de ville étalée est un modèle qu'on peut appliquer uniquement aux grandes villes, ou c'est un modèle qui s'est étendu à toutes les entités urbaines? Parce qu'on a des tissus urbains différents selon l'endroit où on se trouve sur la planète.
Alors, sur la planète, je vais pas me positionner aussi largement, mais on pourrait, parce que j'ai pas fait l'analyse dans le détail, mais pour avoir une pratique de l'urbain aussi dans d'autres territoires, oui, très clairement, on est sur un modèle qui s'est déployé très très largement. Par contre, on n'est pas du tout sur un modèle qui est uniquement autour des métropoles. C'est pas du tout un propos. Et l'enjeu de l'économie de sol, il n'est pas, ne serait-ce que sur la France métropolitaine, il n'est pas que sur la périphérie des métropoles. Aujourd'hui, si on prend des chiffres entre 2010 et 2015, on a 25% de la consommation foncière, la consommation de terrain pour des usages d'habitat, donc pour construire des lotissements globalement, qui s'est fait dans des communes qui perdent de la population. On a, je crois, 14 000 communes concernées. Donc ça veut dire que finalement, ce mode de l'étalement de la diffusion de la ville, il est surtout finalement en dehors des métropoles, et il se fait surtout, alors dans leur périphérie certes, mais y compris sur des territoires ruraux. Évidemment, avec des impacts extrêmement forts pour les centres-villes existants. On va prendre une première pause musicale. Fréquence citoyenne sur Euradio. Toujours avec Sylvain Grisot pour parler d'urbanisme circulaire sur Euradio. Alors, la lutte contre l'étalement urbain que vous avez déjà évoqué a été actée dans la législation française, vous l'avez rappelé, mais vous démontrez dans votre livre que les résultats, finalement, ne sont pas toujours à la hauteur des objectifs affichés. Alors, aujourd'hui, il y a un nouvel objectif qui est proposé, que vous résumez dans un acronyme, le ZAN, le zéro artificialisation nette pour les sols. Alors,
d'après vous, il faut aller plus loin que cet acronyme et repenser le modèle selon les principes de ce que vous appelez l'urbanisme circulaire. Alors, vous identifiez ce que vous appelez des boucles pour que la ville se transforme sur elle-même plutôt que s'étaler. Alors, c'est quoi ces boucles et comment ça fonctionne? Et comment ça fonctionne l'urbanisme circulaire? Alors en fait, c'est l'idée, pour moi l'idée de base, mais c'est issu d'une confrontation professionnelle depuis plus d'une dizaine d'années à des sujets de transformation de la ville sur elle-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend un espace urbain et qui n'a plus d'usage pour une raison X ou Y, parce que les besoins changent, parce qu'un hôpital se déplace, parce qu'une usine ferme, etc. etc. Et comment on lui donne une autre fonction, mais une fonction urbaine. Et on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est notamment beaucoup plus compliqué que d'aller construire un nouveau lotissement en périphérie sur des champs agricoles, parce que là, toute la fabrique de la ville, tout l'ensemble de ce jeu d'acteurs est structuré pour ça. Alors, l'urbanisme circulaire, pour revenir un peu sur votre introduction, pour moi, c'est même pas un concept et j'ai rien inventé. Ça existe. Ça existe déjà. C'est pratiqué, voilà. Par contre, c'est un ensemble de pratiques qui font qu'on arrive à retravailler la ville sur son périmètre existant. C'est l'idée qu'on développe des alternatives à l'étalement urbain, mais des alternatives très concrètes, très pratiques, qui ont déjà lieu. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est sur un urbanisme linéaire. C'est la transposition des logiques de l'économie circulaire à la consommation de sol par la ville. Alors l'urbanisme linéaire, c'est un espace essentiellement agricole, 30 000 hectares par an, 5 stades de foot toutes les heures, qu'on vient urbaniser, aménager pour un usage. Donc c'est l'étalement de la ville. Et puis quand cet usage disparaît, c'est là où apparaissent des friches. Les friches urbaines qui sont nombreuses en France, tellement nombreuses d'ailleurs qu'on est incapable d'en donner un nombre, qu'on est incapable de quantifier ce potentiel-là, parce que c'est un potentiel. Et l'idée de ces boucles, c'est de dire, avant d'arriver à la case friche, on va gérer les changements d'usage. Et là, moi j'ai identifié trois boucles. La première boucle, c'est dire la plus large, la plus grande et finalement pas la plus simple, qui est de dire on a des friches urbaines dans les territoires déjà urbanisés. C'est des sols qui ont déjà été aménagés, anthropisés, parfois qui sont pollués, parfois qui sont bâtis. Commençons d'abord par aménager ces sites-là, ces friches, avant d'aller consommer du sol en périphérie. Ça, c'est là une des boucles. Deuxième boucle, c'est se dire, plutôt que de démolir, dans certains cas, on peut sans doute réemployer des bâtiments, les transformer, y compris de façon importante. Aujourd'hui, l'adage professionnel, c'est la réhabilitation, ça coûte plus cher que le neuf. Fin du débat. Et on arrête d'en parler. Donc, on fait un coup de bulle et on déconstruit, comme on fait des frappes chirurgicales dans la ville. Donc, on a l'impression là d'avoir quelque chose de sain. Or, ça veut dire à la fois que d'un côté, on émet énormément de déchets. La déconstruction dans la ville, c'est un des facteurs les plus importants d'émission des déchets. Arrêtez de trier vos poubelles. Réglons d'abord ce problème-là. Alors, évidemment, continuez de trier, mais en termes d'échelle, ça n'a strictement rien à voir. On est sur des volumes extrêmement importants. Et puis, on perd finalement un acquis qui est l'ensemble de l'énergie, notamment l'énergie grise, du CO2, du capital, des investissements qu'on a fait initialement dans le bâtiment qu'on vient de démolir. Deuxième boucle, on pourrait y revenir, qui est pas non plus un sujet simple. La réhabilitation, tous les architectes qui le pratiquent le disent bien. C'est un autre type d'exercice que de faire du neuf. Et puis, il y a la question aussi de l'intensification des usages, c'est-à-dire est-ce qu'on ne sait pas faire mieux, faire plus de ce qu'on a déjà. Je prends un exemple très simple. On est à côté d'un marché couvert. Là. Il est ouvert que le matin. Ça veut dire tous les après-midi, on a un bâtiment qui est fermé, qui est sans doute chauffé d'ailleurs, et qui aujourd'hui n'a pas d'usage. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner des usages l'après-midi ? Voilà, ça permettrait d'accueillir des fonctions urbaines, des fonctions dans la ville, sans construire. Et c'est finalement la meilleure des économies. On a des exemples urbains de ça déjà d'intensification des usages. Alors, il y en a énormément. Ce que
tous montrent, c'est que ça nécessite de s'organiser un petit peu différemment et souvent qu'il faut sortir des habitudes, des sentiers battus. Hein. Donc il y a une vraie dynamique de changement à amorcer. Je prends l'exemple dans l'ouvrage du MabLab, qui est un espace de coworking qui ouvre dans un restaurant universitaire du Crous à Paris. Donc le restaurant universitaire ferme à 14h30, les équipes du Crous finissent le nettoyage. Et là, il y a une autre équipe qui vient occuper les locaux du 2e étage et qui ouvre un des espaces de coworking les moins chers de Paris. Hein, donc on avait un bâtiment, un niveau qui ne servait à rien l'après-midi, hein, une fois le service du restaurant universitaire fini, et qui aujourd'hui amène une autre fonction, ce qui a demandé 3 fois rien en termes d'investissement, hein, des multiprises dans les coins et une borne Wi-Fi, hein, c'est globalement ça. Mais par contre, un autre mode d'organisation et ça crée une fonction. Premier exemple, on a aussi beaucoup d'exemples en France. C'est beaucoup plus généralisé dans d'autres pays, mais ça existe aussi en France. Par exemple, une école publique. Ce sont à la fois une cour de récréation et des locaux qui sont finalement peu utilisés dans la semaine. Hein, si on regarde les horaires d'ouverture d'une école, c'est assez restreint. On a beaucoup de territoires sur lesquels à la fois la cour est ouverte, donc on a une cour d'école qui devient un espace de jeu pour les enfants du quartier. Hein, parce que la cour est ouverte comme un espace public, voire même les salles de classe sont ouvertes et ça devient un espace d'accueil associatif. C'est le cas par exemple à Montréal, où l'école publique, l'école est vraiment l'équipement de la proximité, de la communauté, et vous pouvez faire des réunions associatives dans la salle de classe de vos gamins. Donc plutôt que d'avoir une maison des associations qui n'ouvre que le soir et une école qui n'ouvre que la journée, on a un seul bâtiment. Philippe. Oui, alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de développer quelques exemples nantais, par exemple. Alors moi, j'ai en tête un bâtiment que j'ai eu l'occasion de visiter hier, ou revisiter, parce que je le connais depuis assez longtemps, c'est l'usine Lu. Donc l'usine Lu, vous le classez dans quel cercle de votre urbanisme circulaire ? Alors, dans plusieurs cercles. Alors après, cette question des cercles et la question même du terme d'urbanisme circulaire, je refuse le terme de concept. Théorisation. Oui, parce que c'est l'idée de se donner des clés de lecture, en fait, et notamment les retours des professionnels là-dessus, sur lesquels un peu gêné. Moi, je leur disais, bon, qu'est-ce que vous en pensez, notamment du terme, etc. Personne, et c'est assez étonnant, est rentré sur la question des définitions parce que ça permettait finalement de classer les choses, de se dire qu'on avait un urbanisme circulaire qui était bien cette construction de la ville sur la ville selon toutes ses facettes, avec ses différentes boucles, et puis un urbanisme linéaire qui est celui dont on doit sortir. Hein. Donc clairement de pouvoir dire quelle est ma pratique. Moi, ma pratique professionnelle comme urbaniste, finalement, n'est uniquement l'urbanisme circulaire, mais ça fait plus de 5 ans depuis que j'ai créé ma boîte, mais j'ai mis les mots de façon assez récente. Donc pour revenir aux usines Lu, en fait, on a 2 boucles, parce que les usines Lu étaient beaucoup plus vastes qu'aujourd'hui, ce qu'il en reste. Donc on a eu à la fois une logique de recyclage des espaces, la 3e boucle, la plus grande, avec sans doute des enjeux de dépollution. Je ne connais pas le dossier. J'étais pas à Nantes à l'époque, mais on était sur un site industriel, donc vraisemblablement des enjeux de déconstruction, des enjeux sans doute de dépollution de sol, sans doute une présence d'amiante, donc une relative complexité. Pour autant, on ne s'est pas dit du passé faisons table rase, et on s'est dit qu'il fallait en garder un bout, alors sans doute sur une logique mémorielle à un moment, mais aussi avec des gens qui sont venus dire on peut inventer non pas qu'un musée, mais quelque chose de neuf, quelque chose du futur, et peut-être qu'il faut le faire différemment, et de façon... et c'est là où le lieu unique est apparu, c'est-à-dire une partie du bâtiment, et d'ailleurs ce serait intéressant de relire cette histoire-là, c'est-à-dire quels sont ces paris de Patrick Bouchin, mais plus largement de son équipe, à l'époque, sur le réemploi de ce bâtiment-là, sur lequel on vient à la fois le réinvestir, intervenir architecturalement, mais finalement se dire quelles sont les conditions minimales d'intervention pour venir donner un nouvel usage à ce bâtiment-là. Ça donne une image architecturale très marquée, mais ça crée un espace culturel, ça crée un point pivot de ce quartier qui en manquait beaucoup. Et donc on a un peu, voilà, ces 2 choses. Ce qui est intéressant peut-être derrière un exemple comme ça, c'est aussi la confrontation entre les métiers existants et installés de l'acte de construire. Je crois qu'il y avait, lorsque ce projet a fait l'objet d'une consultation, il y avait des grands architectes qui candidataient. Et la tentation était assez forte de faire un grand geste architectural à cette place-là, c'est-à-dire en remplaçant
l'usine existante. Et je crois qu'il a fallu une sorte de complot de la part de quelques acteurs, je ne vais pas les citer, mais pour renverser un peu la table et proposer quelqu'un comme Patrick Bouchain qui effectivement était totalement en décalage par rapport au jeu de l'époque, hein, c'est-à-dire au jeu du début des années 2000 ou de la fin des années 90. Alors j'étais pas là, mais j'ai les noms hein, quand même. Je pense que ce débat il est pas fini en fait. Je pense qu'on est encore. C'est la question. Je pense qu'on est encore là-dessus, c'est-à-dire que globalement aujourd'hui, on a à chaque politique publique, faut faire un bâtiment. Ouais. Et qui dit bâtiment neuf et à chaque changement de périphérie. À chaque changement de leadership ou de majorité. Alors, sans doute, ça dépend en tout cas des territoires, mais parce que là, on a aussi, après les maires bâtisseurs, on a la peur du plan, on a la peur de construire aussi. Moi, je dis pas qu'il faut pas construire, je dis qu'il faut, au contraire, construire, bâtir sur la ville, pas n'importe où, bâtir mieux, mais se poser la question, avant tout de l'usage, et quel est le moyen le plus direct de répondre à l'usage, en intégrant toutes ces questions-là, qui ne sont pas des questions, des délires environnementaux, qui sont des enjeux clés d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on veut émettre du carbone, est-ce qu'on veut dépenser des fonds publics ou privés, etc., pour faire un geste ou pas. Pour moi, la priorité, c'est vraiment la réponse aux besoins, la question des usages et la réponse la plus directe à tout ça. Dans la vie publique aujourd'hui, il y a un mantra qui est celui de la nature en ville. Quelle place la nature retrouve dans la ville circulaire? Et est-ce qu'elle a encore une place finalement Alors, elle a nécessairement une place énorme. En tout cas, l'idée de l'urbanisme circulaire, c'est bien hein, de reconstruire la ville sur la ville. Et donc oui, c'est de rentrer sur ces logiques de densification, etc., etc. On peut mettre des mots sur les choses, c'est un grand débat, on y reviendra sans doute, qui ne peut avoir lieu, qui n'a de sens qu'à partir du moment où on donne envie de cette centralité, on donne envie de la ville. Et la première des clés, c'est d'y amener du végétal, et pas du végétal décoratif. Du vrai végétal, de la profondeur de sol, hein, de la profondeur végétale, des parcs où on peut se perdre, où les arbres peuvent tomber face à la tempête, qu'on va laisser au sol. Voilà, une vraie présence d'une nature dans laquelle on va pouvoir venir. Donc c'est certainement pas quelques arbres plantés entre les voitures hein, pour abriter les voitures et les mettre à l'ombre. C'est beaucoup plus que ça. Il faut qu'on densifie, et ça tombe très bien, on a beaucoup de place en ville. Parce que si on sort la voiture et notamment le stationnement, on va gagner énormément de place, notamment sur l'espace public qui est l'espace le plus contraint aujourd'hui. Mais cette place gagnée par la nature, c'est aussi une place qui est perdue pour des logements, et on a aussi besoin de logements aujourd'hui dans les villes. Enfin, est-ce que on est toujours dans des contradictions dont on n'arrive pas à voir le bout finalement? Oui et non, parce que à part le cas de Paris, regardons les chiffres. Je rappelle, 48% de l'espace urbain est dédié à la voiture. En fait, on a des villes qui sont très faiblement denses. Si on parle de Nantes, Nantes, c'est un centre-ville dense qui est extrêmement restreint. L'essentiel de la ville de Nantes, hein, je ne parle même pas de l'agglomération, c'est du logement individuel. Du logement individuel accolé, etc., etc. La fameuse maison nantaise est un logement individuel. Donc on a des densités qui sont d'ores et déjà relativement faibles. Donc densifier, c'est une logique d'évolution, hein, c'est une logique d'avancée, mais il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Si on regarde aujourd'hui ces surfaces-là, espace public, espace privé, la place de l'espace public, mais aussi de l'espace privé dédié à la voiture, on a beaucoup de place à gagner, notamment pour le végétal. On va prendre une seconde pause musicale. I see the pine cones that fall by the
worry about me. I wouldn't worry about me. Don't you worry about me. Don't you worry about me. I see the states across this big nation. I see the laws made in Washington, D.C. I think of the ones I consider my favorites. I think of the people that are working for me. Some civil servants are just like my loved ones. They work so hard and they try to be strong. I'm a lucky guy to live in my building. They all need buildings to help them along. It's over there, it's over there. My building has every convenience. It's gonna make life easy for me. It's gonna be easy to get things done. I will relax along with my loved ones. Loved ones, visit the building, take the highway, walk and come up and see me. I'll be working, but if you come visit, I'll put down what I'm doing. My friends are important. I wouldn't worry about me. It wouldn't worry about me. Don't you worry about me. Don't you worry about Euradio, Fréquence Citoyenne. Vous êtes toujours sur Fréquence Citoyenne. Nous sommes avec Sylvain Grisot. C'est mon deuxième excusez-moi. prénom, pas de souci. Pour parler d'urbanisme, particulièrement d'urbanisme circulaire, donc vous nous avez expliqué les raisons et les causes essentielles de l'étalement urbain, les boucles qui constituent l'urbanisme circulaire, enfin tel que vous les définissez. Et vous terminez votre livre en particulier sur un manifeste avec l'identification de ce que sont les grands enjeux pour la ville de demain. Je résume: la frugalité, la résilience, la proximité, la ville pour tous. Qu'est-ce que vous mettez derrière chacun de ces mots? Alors, au début, je vais rajouter une clé d'entrée. Mon propos est vraiment de dire que les solutions existent. C'est à la fois, on n'a pas le temps d'inventer de nouvelles solutions, parce que la ville de 2030, elle est déjà là, et celle de 2050, on est en train de la construire, donc il faut aller vite. Les constructeurs automobiles ont le temps de faire de l'innovation technologique. Pour la fabrique de la ville, faut faire avec ce qu'on a, et ça tombe bien, on a déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je donne une grande place au témoignage, à la prise de parole de gens qui font déjà ces trois boucles de l'urbanisme circulaire. Donc mon propos est de dire, ça existe déjà, il n'y a rien à inventer, je n'ai rien à inventer surtout. Par contre, la question, c'est de passer à l'échelle, c'est de généraliser ce modèle-là. Et en effet, le cap, il est fixé sur la frugalité. Donc, évidemment, c'est la frugalité en sol, pour moi, l'entrée clé. Oui, parce que cette frugalité en sol, elle induit beaucoup de choses. Mais frugalité aussi en termes de matériaux et en termes d'énergie, qui sont vraiment le bâtiment en termes de consommation de matériaux, consommation d'énergie et d'émissions de déchets, est une clé de la rotule de la transition énergétique à venir, qui n'est pas que énergétique d'ailleurs, cette transition-là. Donc la frugalité, la question de la résilience, évidemment, mais il faut aussi se le dire, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui une ville qui sera adaptée à la fois au climat de 2050, mais aussi au choc climatique attendu. Et je rajoute aussi au changement d'usage. Vous parlez des commerces tout à l'heure. Voilà, on a des changements de pratique du comment on achète, comment on consomme. Voilà, comment est-ce qu'on écrit aujourd'hui une ville qui saura s'adapter aux futurs changements. Et on voit bien qu'il y en a beaucoup qui sont en train de s'amorcer sur la question des pratiques de consommation. À mon sens, ce n'est que le début. Mais on a beaucoup d'autres changements qui vont venir, notamment sur les questions de mobilité. La ville de la proximité, c'est bien ça. On a un enjeu de réduction du déplacement. Voilà. Par le rapprochement des fonctions, en rapprochant le logement de l'emploi notamment, mais pas que, aussi le commerce, aussi le loisir, aussi l'école, etc., etc. Et donc, il faut qu'on puisse à la fois écrire cette ville de la proximité sur laquelle on a la possibilité de laisser sa voiture au garage. Non, c'est pas nécessairement ne pas avoir de voiture, mais essayer d'être dans une ville où on a le choix
de la laisser au garage parce qu'on a vraiment du transport en commun massifié, parce qu'on a vraiment la possibilité de rouler en vélo sans se faire rouler dessus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui partout en France, du tout. Et puis le quatrième point qui est aussi absolument central, c'est dire que ce propos-là, il n'est pas pour avoir quelques métropoles isolées ou bourgades vertueuses peuplées de bobos roulant en vélo. Et faisant du télétravail chez eux, certainement pas. Ça n'aurait aucun sens. Donc ça doit concerner à la fois le cœur des métropoles, leur périphérie, mais aussi les villes moyennes, mais aussi le rural, et notamment en offrant le choix, on y revient, à toutes les classes de population, les plus pauvres, les revenus normaux, les familles, les seniors, etc., etc., à la fois leur laisser le choix et leur donner envie de vivre dans la ville, dans cette ville de la proximité. Et ça veut dire aussi reprendre complètement un certain nombre de processus, notamment économiques, de commercialisation, pour rendre possible, simplement économiquement, à un certain nombre de ménages de vivre dans la ville, quoi. Et ça veut dire quand même remettre en cause un modèle qui s'est installé, comme vous l'avez expliqué, depuis longtemps, qui est facile d'une certaine manière, puisque on occupe de nouveaux terrains, on construit du neuf, enfin, etc. Comment on inverse tout ça, si je puis dire? Et est-ce qu'il y a des villes aujourd'hui qui sont un peu imaginées à partir de ces principes-là, qui se refont sur elles-mêmes avec ces principes que vous avez... Est-ce que ça a déjà commencé? Alors oui, ça a déjà commencé. La question, c'est à quelle échelle? Donc en effet, il y a plein d'exemples là, qui sont dans le document. Il y a une partie qui est moins documentée dans mon livre, qui est la question de la planification urbaine, les grandes stratégies qui sont aujourd'hui développées. Aujourd'hui, ce thème de l'urbanisme circulaire va être repris notamment dans le SRADET de Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne. Alors au-delà du thème, l'idée, c'est de se dire que on va avoir des documents à valeur réglementaire qui vont dire simplement, mais ce serait assez nouveau, avant de consommer du sol agricole, vérifiez que vous n'avez pas des friches sur votre territoire qu'il faudrait peut-être mobiliser. Ne serait-ce que savoir, recenser et avancer. Donc ça, c'est le cas. On a le cas en Italie, par exemple, avec une autre organisation institutionnelle, mais qui est assez intéressante, notamment en comparaison avec ce qu'on peut connaître dans les Pays de la Loire, sur lequel on a l'échelon, disons, départemental, qui n'est pas le département, qui très clairement travaille sur les questions de planification urbaine et qui est sur la stratégie et dit économie de sol, on a besoin de ce sol agricole, on a des friches, donc priorité à la consommation des friches. Et derrière, qui finalement positionne les collectivités face à une ressource rare, qui est le foncier, et qui met en place tous les processus de production, donc les aménageurs, des promoteurs, etc., de façon à travailler l'existant en priorité. Et très clairement, en effet, c'est une transition qui est importante, qui nécessite à la fois une prise de conscience des citoyens, des élus et aussi des professionnels, et une remise en marche dans le bon sens de cette fabrique de la ville. Aujourd'hui, moi, c'est le travail qu'on fait, notamment avec des opérateurs, auxquels on rentre avec eux pour à la fois former les équipes et conseiller les dirigeants pour mettre en place ce positionnement et ce repositionnement stratégique qui est une vraie opportunité pour les professionnels. Là, vous avez bien identifié qu'il y a des acteurs publics, des acteurs privés et des habitants. Est-ce qu'ils ont tous le même intérêt? Et est-ce que l'échelle de la décision publique sur des problématiques de ce genre est la bonne aujourd'hui? On parle de communes, d'intercommunalité, où ça se joue? Alors, l'échelle est locale. Moi, j'ai une certitude, c'est que rien ne viendra de Paris. Et aujourd'hui, le travail qui est fait... alors qui n'est pas abouti, qui n'est pas annoncé sur le zéro artificialisation net, est un travail nécessaire. Il est très certainement pas que sur la logique de l'interdiction, mais aussi derrière sur un travail sur les alternatives, notamment la mobilisation des friches, mais pas que. Donc là, on a un travail réglementaire qui peut être un socle. La question, c'est l'action se fera uniquement localement. Et elle se fera par la prise de conscience. Alors, est-ce qu'on a la bonne échelle? En fait, on n'a jamais la bonne échelle. Il faut aussi se dire que voilà, comment dire, le système institutionnel idéal, voilà, c'est comme le prince charmant. Il n'existe pas. Ah bon? Grosse déception. Donc voilà, grosse déception, mais une fois qu'on se dit ça, on se dit comment est-ce qu'on peut avancer? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a quand même un certain nombre de territoires en France, on a un certain nombre d'époques
en France sur certains territoires sur lesquels on a eu des dynamiques collectives qui se sont faites au-delà finalement des institutions, etc., pour marquer très clairement des signaux. Moi, ce que je propose avec ce document-là, qu'on a sorti dans l'urgence, pour l'insérer dans le débat municipal, hein, très clairement, c'est que, bah oui, en effet, ça rentre dans le débat d'une façon ou d'une autre, plus ou moins bien, mais en tout cas, ça devient une vraie question. Ce qui n'était pas une question il y a finalement 6 ans, hein, devient une question, cette question de comment on fait la ville. Et il va falloir qu'on se mette d'accord collectivement. Ce que je crois, ce dont je suis persuadé, c'est qu'on va avoir un certain nombre de territoires sur lesquels on ne va pas se poser la question de la bonne échelle institutionnelle pour décider, et sur laquelle on va y aller. Hein. Et moi, c'est ce que je sens qui est en train d'émerger sur un certain nombre de territoires. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, on a des débats qui pourraient aboutir sur notre territoire, hein, dans ce cadre-là. Après, on verra si ça marche ou pas. Mais il y a d'autres territoires, y compris plus larges, qui se posent des questions de fond. Mais on n'aura pas de bonne échelle. Et chez les habitants, parce que c'est pas forcément l'acteur le plus facile à convaincre, on voit bien que les problèmes de densité créent parfois des difficultés. Est-ce que du côté de l'habitant, on n'a pas parfois le sentiment que les urbanistes veulent faire notre bonheur sans forcément toujours nous le demander? Enfin, ça... Alors, l'urbaniste, je ne sais pas s'il fait 10 ou 20% de la ville, mais globalement, la ville, elle est faite par des géomètres et des notaires. Hein. Donc, on est plutôt en train de regarder les trains passer et d'essayer de les dévier. Moi, j'ai commencé ma carrière d'urbaniste dans des bidonvilles, dans un territoire où il y avait 5% de croissance annuelle de la population. Je peux vous dire que voilà, on essaie de guider les choses. Donc après, mais après, la question évidemment de la place des habitants est essentielle. Moi, je pense que le vrai frein, c'est la peur de la peur. C'est la peur des élus de la peur des habitants. Et ça, c'est le vrai frein. Et quand on met dans la même salle des élus, des habitants, des professionnels, bien souvent, ceux qui apprennent et ceux qui réalisent qu'on peut avancer, qu'on peut bouger, que les gens ne rêvent pas de garer leur voiture dans leur salon, qui sont même prêts à faire 20 mètres, qui aimeraient bien faire du vélo si on leur expliquait comment et s'ils étaient en sécurité, etc., etc., et que c'est assez généralisé, ça se passe toujours bien. Et finalement, les élus, en général, c'est eux qui réalisent des choses et qui réalisent en sortant que c'est possible. Voilà. Par contre, il faut qu'on arrête d'avoir des discours partiels. Il faut sans doute, et vous parlez de la densification, faut très certainement le faire autrement et le faire beaucoup mieux, et qu'on ait un vrai niveau de dialogue, non pas sur la couleur de l'enduit d'un bâtiment qui va venir s'insérer dans un quartier, mais sur quel bâtiment, comment, quand, c'est quoi son rôle pour le quartier, en quoi ça vient améliorer la situation, en quoi c'est important aussi, et en quoi, pour vous, voisins, ça va être la solution d'hébergement et de logement de vos enfants. Et que tout ça fait système. Aujourd'hui, on parle de bouchons sur la route, de pollution de l'air, de densification, d'opérations d'aménagement dans des réunions différentes. Tout ça n'est que le même sujet, tout ça fait système. Il faut qu'on remette cette boucle-là et qu'on prenne les citoyens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents. Philippe. Le projet où vous avez évoqué la possibilité que sur notre territoire, peut-être, on rentre dans un cycle vertueux, d'une certaine manière, cycle, bien sûr, par rapport au circulaire, mais je pense que vous pensez à Permis de les îles, par exemple, comme un projet dans lequel on peut appliquer tous ces principes. Alors ça c'est une des échelles d'intervention, hein. Je ne pensais pas nécessairement à ça, mais en effet ça fait partie de... donc là on est sur un quartier qui vient se réinventer, donc on est sur des friches, en tout cas des territoires qui sont déjà urbanisés, avec un parti pris de l'ensemble de l'équipe impliquée, hein, qui est de dire là il faut qu'on fasse du logement, il faut qu'on accueille notamment des ménages, parce qu'on est à proximité de la ville, futur tramway, etc., etc. Donc là, on a une opportunité de faire de la ville en alternative une alternative crédible au résidentiel en périphérie. Et pour autant, on veut le faire accessible et écolo. Et qu'aujourd'hui, on sait faire des prototypes écolos, on sait faire du logement accessible, mais on ne sait pas généraliser tout ça. Et donc la question qui est posée par l'ensemble de l'équipe, élus, maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, c'est dire peut-être avant de démarrer, faut peut-être qu'on se mette tous vraiment en marche. Donc oui, c'est un exemple. Après, je pense que, et j'attends beaucoup, moi, aussi de politique publique à une échelle plus large
qui mettent très clairement le frein sur la consommation foncière en périphérie. Globalement, on pourra travailler sur la construction de la ville sur la ville qu'à partir du moment où on n'aura pas, comme je l'ai vu pendant mes dernières vacances, des panneaux en entrée des villages, ici lotissement, 9 € le mètre carré. Là, on est en train, voilà, on condamne les gens à se mettre en périphérie dans les processus d'acquisition et on crée une économie parallèle sur lequel, comme l'argent de la drogue, on vient finalement blanchir la consommation foncière par des processus aussi de subventionnement occulte cachés par les politiques publiques. Il faut qu'on sorte très clairement de tout ça et les premiers à devoir sortir de ça, c'est évidemment les collectivités locales et l'ensemble des acteurs publics qui sont engagés sur l'aménagement. Vous êtes plutôt optimiste pour la ville de 2100 ? De 2100 ? Oui. Oui, parce que vous avez dit que la ville de 2050 est déjà là, donc on essaie de se projeter un peu plus loin. Parce que les choses mettent du temps, toujours un peu plus de temps qu'on ne le pense. C'est sûr. Je pense qu'on est en train de faire la ville de 2050, et moi je pense qu'on a une vraie bascule à gérer dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on doit avoir fini cette bascule et on doit avoir fait transition et avoir fini cette transition-là d'ici 10 ans. Donc ça dépasse le futur mandat des élus, mais il n'y en aura pas deux. Est-ce que vous serez candidat en 2026 alors ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, je serai actif, très certainement, comme je le suis aujourd'hui. Et je pense qu'on peut être actif à bien des niveaux, et notamment les citoyens aujourd'hui, dans leur vote, dans leur choix d'élus, doivent être conscients de tout ça. Merci Sylvain Grisot, on aura encore bien des questions à vous poser. Je crois que vous pourriez parler encore des heures sur le sujet. J'engage les auditeurs à lire votre livre et à lire aussi votre blog sur dixit.net. On y lit des choses intéressantes, notamment sur le sort que la ville réserve aux enfants, par exemple. Sur les trottinettes aussi, on trouve des choses assez intéressantes. En tout cas, merci encore Sylvain Grisot et continuez à écouter Euradio. Merci à vous. Consiglio. Dirección. Prospective. Exchange. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Fréquence citoyenne à réécouter en podcast sur euradio.fr.